Bonjour Jean-Loup Dabadi. Bonjour mon cher Patrick. Vous avez fait rentrer la chanson, la belle chanson à l'Académie française. Vous êtes membre de l'Académie française et vous êtes immortel comme vos refrains, comme vos chansons. C'est gentil de dire ça. C'est des chansons qui sont immortelles que vous avez écrites. C'est la chanson la plus belle de l'histoire de la chanson française. C'est l'âme des poètes de Charles Trenet. Oui, mais quand on a écrit pour Égénie... Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. C'est le rêve, ça, pour quelqu'un qui écrit des chansons, de se dire que ces chansons continueront de courir toujours. C'est le rêve. C'est le rêve. On se dit que c'est peut-être un rêve... on ne sera plus là pour savoir si on l'a atteint. Mais oui, c'est un rêve. C'est un rêve de se dire si un jour, dans tant d'années, longtemps, après que j'aurai disparu, si des chansons courent encore dans les rues, certaines, y penser, oui, me fait plaisir au fond de mon cœur, voilà. Oui, alors on va en entendre quelques-uns de ces refrains, bien sûr, puisqu'il y a une anthologie formidable là, qui est publiée avec tous ces interprètes merveilleux qui accompagnaient votre carrière, des centaines de chansons. Là, il y a les plus grands tubes ou quelques-uns des plus grands tubes. Si je vous dis « On ira tous au paradis », ça vous rappelle quelque chose? Ça me rappelle beaucoup de choses, mais ça me rappelle Michel Polnareff ayant inventé cette musique magnifique et qui m'avait dit « J'aimerais bien que tu trouves des paroles... » Moi, en général, je n'aime pas les directeurs d'auteurs, je n'aime pas. Ça me bloque un peu que si un interprète me dit « Il faudrait une chanson où on raconte qu'une fille m'a quitté, puis je l'ai retrouvée, etc. » Alors, j'ai envie de dire « Écris-la toi », parce que moi, je ne sais pas si j'y arriverai. Mais là, Michel m'avait donné une indication formidable. Il m'avait dit « Je voudrais que tu trouves une chanson qui puisse être chantée dans la rue. » Chantée dans la rue par... toute une foule qui passe sur le boulevard ou dans la rue comme un fleuve humain, comme ça. Et ça, c'était une très bonne indication. Alors j'ai cherché, comme toujours, moi je ne suis pas le Speedy Gonzalez de l'écriture, j'ai mis un temps fou avant de trouver mon idée, mais j'ai trouvé, tout d'un coup, sur le thème, on ira tous au paradis, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, etc. Et le jour où on l'a enregistré, à cette époque-là, avec peu de personnes, un directeur artistique, le chanteur, et moi, puis quelques techniciens, mais peu, c'était pas comme maintenant toute une quadrilla. Michel, je ne sais plus où était ce studio, mais c'était en banlieue, a demandé à un des assistants du producteur, d'aller dans la rue et de demander aux gens s'ils voulaient monter pour chanter avec lui et avec nous. Et ils l'ont fait, ils sont arrivés à faire monter le petit escalier, c'est au premier étage, suffisamment de personnes, des femmes, des hommes, pour voir Michel Polnareff de près. Et puis on leur a passé la musique en boucle, comme ça, et ils sont tous mis à chanter « On ira tous ». Ça, c'est une belle histoire Voilà, une merveilleuse histoire. Il y en a tant d'autres, tant d'interprètes. Dans tous ces interprètes, il y a Yves Montand. Vous écrivez Valentin, c'est à la fin de sa vie. Ah oui. Une chanson qu'il devait chanter à Bercy. Oui. Elle est sur ce disque. Mais oui, elle est sur ce disque. C'est un... Comment dirais-je, c'est une prise d'amateur, je crois. Je crois que c'est Carole, la maman de Valentin, qui filmait les répétitions d'Yves. Il devait faire Bercy, mais il répétait à l'Olympia, chez ses amis Cocatrix. Bruno n'étant plus là, déjà, je crois. Il répétait à l'Olympia, et Carole était dans la salle, avec, je crois, Catherine Allégret, puis 2-3 personnes, et avec un caméscope, elle filmait Yves pour qu'il puisse regarder en rentrant à la maison et voir, comme il était très perfectionniste, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et il a chanté Valentin, dont il m'avait dit qu'il voulait le chanter en entrant en scène et en partant. En quittant la scène dans son concert. Donc c'est ce document très émouvant, qu'on entend. Il y a d'autres chansons pour Montand, il y a l'addition qu'on entend là en ce moment, bien sûr, à la manière de Prévert aussi, finalement. C'est le moment du bilan d'une vie, c'est ça aussi. Voilà. Vous pensez beaucoup à vos interprètes quand vous écrivez. Hein. Oui. Je ne pourrais pas écrire une chanson. Moi, je pense, vous savez, Patrick, que les comédiens, les chanteurs, enfin les artistes sont les souffleurs des auteurs. Les interprètes sont les souffleurs des auteurs, sans le savoir, sans le vouloir la plupart du temps. C'est-à-dire que vous vous creusez l'âme, quelquefois sans succès, en cherchant un sujet de film, de pièce, de sketch, de chansons. Mais vous avez la personne
moi, je me rappelle quand j'écrivais des films pour Claude Sautet, où on avait Romy Schneider, les scènes, avant le dialogue, même les scènes pour Romy, je m'imprégnais de sa personne, de ses silences, de sa voix, de ses regards lumineux, qui lançaient des éclairs quelquefois, de son charme fou, et je n'aurais pas pu écrire le rôle pour quelqu'un d'autre. Les chansons, c'est pareil. Ouais. Une belle chanson d'ailleurs de Romy avec Piccoli sur ce disque. Hein. Mais la, vous voyez, la chanson d'Hélène. Oui, ça s'appelle Chanson d'Hélène. Mais vous voyez, une chanson qui est sur le disque aussi, comme ma préférence, je ne vois pas... Julien Clerc, pardon. Je ne vois pas, si Julien ne l'avait pas voulu, je pense que je l'aurais remise sur l'étagère. Je ne me vois pas la proposer à qui que ce soit d'autre. Oui, comme Femme, je vous aime. Femme, je vous aime, pareil. Qui est un hymne pour toutes les femmes que vous avez écrit. Pour toutes les femmes, parce que c'est dit dans la chanson. Je n'en connais pas de facile, je n'en connais que de fragile et difficile. C'est une chanson pour toutes les femmes, pas simplement les canons, pas simplement les belles blondes, les belles brunes, etc. Mais aussi les femmes qui ont un physique différent, les femmes qui n'ont pas la jeunesse des autres, ou qui ne l'ont plus. Et puis, il y a trois vers dans la chanson qui veut bien dire ce que nous voulions dire avec Julien, c'est-à-dire que ces femmes, c'est aussi nos mères, puisqu'on vient d'elles, et c'est aussi nos filles quand on en a, ce qui est le cas de Julien, on peut en dire des choses dans une chanson. Mais oui, mais quelquefois en quelques mots, c'est pas toujours le cas, c'est très difficile, mais quand il dit dans la chanson « Vous êtes ma mère, je vous ressemble, et tout ensemble mon enfant », c'est ce que nous voulions dire. Ouais. Et en même temps, on voulait exprimer ce que nous partageons, Julien et moi, c'est-à-dire un désir fou des femmes et une réserve aussi grande que le désir. Oui, une timidité qui va en même temps que l'attraction. Et puis le temps qui passe, ça, dans vos chansons, beaucoup. Maintenant, je sais, vous pouvez dire Gabin à l'automne de sa vie, quand minuit avait sonné à l'horloge. C'est incroyable, ce texte de Gabin, et cette voix surtout. Ben, ça aussi, si ça n'avait pas été Jean Gabin, comment voulez-vous que j'ai l'idée de cette chanson? Comment voulez-vous que... Oui, peut-être Lino, après lui, qui était mon grand ami, il aurait pu... Mais c'est une exception. Il aurait pu dire... que quand j'étais comme toi ou comme trois pommes, je ne me rappelle jamais les paroles que j'ai écrites exactement, je disais toujours pour être un homme, je sais. Bon, il faut avoir l'épaisseur de vie et la profondeur de vie d'un grand monsieur, un grand acteur, un grand monsieur comme Jean Gabin, pour pouvoir dire ça avec cette assise, cette profondeur, encore une fois, et savoir qu'on l'écoutait quand il dirait ça. Et que ce serait un message ultime, peut-être, au-delà, pour l'au-delà qu'on entend encore aujourd'hui de Gabin qui résonne d'outre-tombe et qui dit maintenant, je sais. Mais vous voyez, pour en parler de ce grand, immense interprète que j'ai eu la chance d'avoir, se proposant sous ma plume d'écrivain, de cinéma ou de chanson, Yves Montand. Eh bien, Yves... Jamais j'aurais pu lui écrire « Maintenant je sais ». Parce qu'il me l'aurait dit tout de suite. « Ah non, écoute, fils, je te dis, moi, je sais rien. Je veux pas qu'on me dise que je sais, parce qu'on va dire Montand, Montand, il sait tout. Non, je veux pas ça. Je sais d'avance. Moi, je sais ça. » Donc, il y avait Gabin et peut-être Lino, puis peut-être certains que je ne connais pas. Mais il y a d'ailleurs une version très émouvante qui a été faite récemment par... je veux dire par qui? Par Annie Cordy. Ah oui, c'est beau d'ailleurs. Oui. Elle le fait en version féminine alors. Oui. Maintenant je sais. Oui, juste je vais changer oui, mais je vais juste changer les deux vers. Quand j'étais petite, pas quand j'étais petit ou comme trois pommes, quand j'étais petite, je voulais faire la grande. Etc. Il y a une rimante, je ne me rappelle plus maintenant. Je disais je sais, etc. Puis après, elle continue. Chanson, mais c'était émouvant. Et qui aurait pu d'autre que Sylvie Vartan et dire aimer. C'est encore un beau texte, ça. C'est une chanson parlée en quelque sorte. Aimer, c'est aussi le thème un peu de toutes les chansons que vous avez écrites. Oui, puis là, le thème, l'écriture, je dirais, de la chanson, c'est une idée de ma Sylvie. Elle était allée voir une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Madame Marguerite, que jouait Annie Girardot, figurez-vous. Et à la fin, le personnage, je ne veux pas être long, le personnage de cette maîtresse d'école hurluberlu, un peu frappadingue, comme ça, mais en même temps très poétique, très profonde, très philosophique, très déchirée, très
drôle, telle que l'a jouée Annie, à des moments, elle explose comme, vous savez, c'est... autrefois, les soirs de Noël, il y avait toujours un oncle ou une tante qui apportait une bouteille de champagne, on débouchait, puis pouf, ça a explosé en bonbons. Vous vous rappelez ça, Patrick? Et elle explose en mots. Les mots lui partent de la bouche, lui sortent de la bouche. Et elle, Annie, Madame Marguerite, elle dit, je vais vous, avant de mourir, enfin avant de partir, je vais vous dire à vous, ma classe, parce que les spectateurs sont considérés comme une classe de 7e, je vais vous dire ce qu'il y a de plus beau. C'est le verbe, le verbe, le verbe. Alors il y a le verbe aimer, le verbe ceci, le verbe courir, le verbe, etc. Bon. Et la petite chérie Sylvie vient me voir, elle me dit, j'ai vu ta pièce, tu sais, Jean-Loup, vraiment, je voudrais que tu me fasses une chanson. Comme ça, je lui dis, tu n'as pas encore plus difficile à me demander. Mais évidemment, c'est mon devoir de me mettre au travail, en plus pour quelqu'un de rare, humainement, comme Sylvie Vartan. Et je me suis mis au travail et j'ai donc composé ce texte uniquement avec des infinitifs, avec des verbes infinitifs, mais il y a un scénario. Je me permets de dire, comme dans toutes mes chansons, comme moi je viens du cinéma avant d'écrire des chansons, depuis Le Petit Garçon pour Reggiani jusqu'aux dernières chansons que je suis en train d'écrire, je cherche toujours une histoire, un scénario. Et là, dans la chanson Aimer, chantée par Sylvie, il y a tout un scénario. Ça part de la séduction, aimer, blondir, chérir, etc. Puis la descente, le doute, quand on est trompé, et se plaindre, et puis ne plus rien dire et éteindre, et puis après le rebond vers une autre vie, etc. Mais rien qu'avec des verbes. Et le génie de l'affaire, ça a été le frère de Sylvie, Eddie Vartan, qui était je suis obligé d'en parler au passé, hélas, un imparfait, qui a été chargé par sa sœur de trouver une musique qui était très difficile sur des mots sans phrase, sans syntaxe, avec des rimes quand même, mais enfin, et il a réussi cette simple musique qui est formidable. Vous parlez à l'instant du petit garçon. Oui. Tout a commencé par ce petit garçon. Oui. C'est-à-dire la première fois, c'est Reggiani, bien sûr. C'est une rencontre incroyable, éblouissante. Oui. Hein? T'as vu l'avion, c'est beau? Ah oui, ça c'est vrai. C'est les premières chansons que nous avons faites avec Serge, mais le petit garçon, c'était Barbara qui lui avait dit Serge devait passer à Bobino, Music Hall, en première partie de Barbara. C'est l'époque où il y avait première, deuxième partie. Et il devait chanter, je crois, 10 chansons au maximum, en tract, et puis la grande Barbara arrivait. Et elle lui avait dit, il vous faut les chansons nouvelles, allez voir ce petit jeune homme-là, j'ai lu des choses de lui, il n'a écrit pas de chansons, mais j'ai lu des articles, ou des sketchs, des choses. Alors il me téléphone, c'était l'époque où on avait facilement le téléphone des gens, on cherchait dans le bottin, où on demandait à 3 copains, et il me téléphone, il me dit, voilà, je voudrais que vous m'écriviez des chansons. Évidemment, à cette époque, on se vouvoyait. Et je lui ai dit, vous savez, monsieur, je suis très, très, très honoré. Vous êtes tellement quelqu'un d'immense dans ma tête. Mais je ne sais pas écrire de chansons. Je ne fais pas. J'ai fait une pièce de théâtre. Oui, c'est ça. Il avait lu une pièce de théâtre qui s'appelait La Famille écarlate, que j'avais écrite, qui a été jouée au Théâtre de Paris. Il me dit, mais c'est parce que vous ne savez pas faire de chansons que je viens vous chercher. C'est ça. Parce que je ne veux pas faire mon marché d'auteur chez les grands auteurs qui existent déjà, chez Bécaud, Louis Amade, Pierre Delanoë, Maurice Vidalin, immense auteur. Je voudrais des nouveaux auteurs à moi. Alors comment vous faites alors à ce moment-là? Alors là, c'est écrit, Patrick, le stylo dans le dos. C'est la première fois que ça m'est arrivé parce qu'il me dit, nous sommes vendredi après-midi, je suis obligé de vous dire. Alors moi je lui dis, je suis très flatté, je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est quelle bonne nouvelle. Il me dit, mais il y en a une mauvaise qui va avec, c'est qu'il me faut la chanson pour lundi parce que je commence mardi en première partie de Barbara à Bobino. Alors je peux vous dire, c'est la seule chanson que j'ai écrite. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des rimes qui manquent à l'intérieur de cette chanson. Écoutez, on va l'écouter quelques instants. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdus parmi les choses. Non, pas beaucoup de rimes quand même. Là, exagéré, vous allez voir. Seul. Alors le seul. On va jouer à la guerre. Et Philippe Noiret, que je rencontrais, il me disait toujours on est là tous les deux, mon grand, seul. Et parce que j'avais besoin de cette chute de couplet, on est là tous les deux seuls, pour partir, tu sais, je sais les histoires. Et puis, je me dis, même sans dictionnaire de rimes, comme j'ai une formation littéraire, je me dis les rimes à seul,
c'est linceul, gueule, glaïeul, épagneul. Me voilà bien. Que faire? Que faire? Et puis le temps passait et Serge attendait sa chanson. Il fallait que je la donne encore à un musicien. Que le musicien, ça a été Jacques Datin, qui était un homme merveilleux, un talent extraordinaire, avec qui je fais la plupart de mes chansons à l'époque, qui en écrivait pour Lama, pour Claude Nougaro, etc. Il ne m'avait pas attendu pour être un grand. Et Jacques Datin me dit « Tu t'es bientôt fini ?» Je dis « Attends, il me manque une rime là notamment. » Alors il me dit « Mais ça fait rien, pour une fois pas de rime. » Alors moi, avec ma formation carrée, littéraire, Sorbonne, etc., Hippocane, Cannes, je dis « C'est pas possible, je ne vais pas écrire un poème avec, où on va dire « Mais il n'y a pas de rime. » Et puis finalement, comme je n'avais pas le temps, il n'y a pas de rime. Il n'y a pas de rime. Il n'y a pas de rime. Et la chanson est restée immortelle comme ça. Il y a Seul et Noiret. On est là tous les deux. Seul. Vous allez écrire des choses encore, mais là, on pourrait évidemment feuilleter cet album merveilleux, qui est aussi notre album de famille et de souvenirs, Jean-Loup Dabadi. Michel Sardou. Alors, Michel Sardou, vous lui écrivez « Salut », c'est la chanson pour le public, dire « Je ne suis pas l'homme de mes chansons ». Voilà. Et puis surtout, l'acteur. Ah oui, et là, c'est extraordinaire. Ça me fait plaisir que vous pensiez à l'acteur, parce évidemment. que c'est une de nos chansons préférées avec Michel. C'est pas une chanson qui a eu un grand succès, mais déjà, il adorait l'idée de faire du théâtre, ayant une grande tradition, un grand-père, père, etc., par le théâtre. Et il aimait le théâtre et les acteurs et la vie d'acteur. Et nous avons écrit cette chanson ensemble. Et c'est vrai que quand il la chantait, quand il la chante, je ne sais pas s'il la chante encore de temps en temps, mais quand il la chantait, son entrée en scène était extraordinaire. On sentait le grand frisson du théâtre. Et quand il chantait au milieu de la chanson... Écoutez cette voix, écoutez ça. Cette voix magnifique. Vivre et mourir en alternance. C'était beau. Quand il chantait ça. Et oui, bah voilà un exemple. C'est un peu vous, ça, Jean-Loup Dabadi, vivre et mourir en alternance. Vous vivez à travers vos auteurs. Comme un acteur, finalement. Vous êtes l'interprète des autres. Oui, c'est-à-dire qu'un auteur est toujours un acteur rentré, je pense. D'ailleurs, moi, j'écris mes chansons et mes répliques quand j'en suis au dialogue, parce que dans un film, on n'est pas là pour parler de film aujourd'hui. Quand vous écrivez les choses de la vie, quand vous écrivez Vincent François Paul et les autres. Alors le travail de scénario est beaucoup plus long avant d'écrire le dialogue. Le dialogue est aux auteurs, est aux personnages, je veux dire, ce que le maquillage est au même personnage au théâtre. C'est le travail de la fin, très important, mais c'est le travail de la fin. Mais quand vous écrivez, enfin moi, dans mon travail, je fais ce que je peux, les autres font ce qu'ils veulent. Dans mon travail, quand j'écris pour des répliques, c'est pour ça que j'aime bien quand on me dit à l'avance, quand on peut me promettre, pas me garantir, me promettre à l'avance une distribution. Donc, j'écris à voix haute, un peu, enfin à mi-voix, en grommelant, les trucs que j'écris, mais j'entends mes Montand, mes Ventura, mes Romy, mais même des acteurs beaucoup moins importants, comme moi je vis dans la passion des acteurs, je les connais pas tous, mais je les connais. Je les connais presque tous, j'ose dire, et je les entends parler, et de la même façon, je les entends chanter. Quand j'écris une chanson pour Julien Clerc, eh bien, sa voix est dans ma tête et dans mon cœur sans arrêt. Parce que, en même temps, vous devez trouver non seulement une idée générale, non seulement des images, une histoire, des images, mais des vers, des rimes qui rentrent dans la musique si vous avez déjà la musique, mais des sons. Par exemple, on parlait de Paul Naref tout à l'heure. Je me rappelle quand on a fait une chanson qui s'appelle Holidays, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Holidays, oh Holidays, c'est l'avion qui descend du ciel. Bon, eh bien, il m'avait dit au départ, il avait fait comme ils font souvent, une maquette en franglais, qui ne veut rien dire, mais qui sonne bien à l'oreille. Il chantait « Falling Days, oh Falling Days ». Et il m'avait dit « Jean-Loup, ce que je voudrais, en tout cas, c'est que dans la troisième syllabe, tu trouves que ça soit en haze ». C'est facile, hein. Bon, très simple. Bonnes vacances, on se retrouve, on s'appelle. Et alors, évidemment, je ne voulais pas lui mettre « Je t'aimais, oh, je t'aimais, on dansait, oh, on dansait », etc. Et puis, il voulait haze. Et puis, c'était l'époque où, en plus de ça, les gens ne regardaient pas la télévision au point
où il la regarde maintenant, donc avec quelquefois des films sous-titrés, donc il n'avait pas dans l'oreille les sons anglais ou américains comme on les a maintenant. Et puis tout d'un coup, je me dis, oh, il y a un mot, au moins les gens le connaissent en France, c'est Holidays. C'est d'ailleurs pourquoi on peut remarquer que le mot n'est cité que dans le titre et pas du tout dans la chanson. Enfin, dans la chanson, au début, il dit Holidays, Holidays, c'est l'avion qui doit changer. Mais je veux dire, ça n'a pas un rapport direct avec la chanson. La chanson, parce qu'à cette époque, Michel m'en a voulu aussi de le dire, ça, mais c'est la vérité. Il avait assez peur en avion. Et donc, c'est une chanson sur la peur de l'avion, la terre, que la terre est basse, etc. Bon. Mais vous voyez, il avait fallu que je travaille sur le son, là. Julien, j'adore travailler sur des désinences, des assonances en anse, justement. Mais Jean-Loup, il y a 3 thèmes dans ce disque, dans cette anthologie. Il y a la vie, les larmes, on en a parlé, mais il y a surtout un 3e thème, c'est le rire. Oui. Et là, évidemment, alors, on pourrait parler évidemment de Michel Sardou, vous lui écrivez « Maman », vous le faites rire sur scène, lui qui rigole jamais. C'est exceptionnel, ça, réussir à faire rire Michel Sardou, bravo. Ah oui, puis surtout faire rire le public avec Michel Sardou. Oui, c'est pas évident. Mais surtout, vous écrivez les textes fantastiques de Guy Bedos. On peut évidemment pas ne pas parler de Guy. Et notre petite ça commence par cette extraordinaire Paulette. Oui. Comment vous lui écrivez un texte terrifiant comme Paulette qui va tout déclencher? Bonne fête, Paulette. Bonne fête, Paulette et le boxeur, c'était la même année, le boxeur M. Ramirez. J'étais au service militaire, puis j'avais vu Guy apparaître, que je ne connaissais pas, sur une petite télévision au foyer du soldat, le mercredi soir, je me rappelle, on avait le droit d'aller boire une boisson chocolatée, et puis de regarder un petit poste sur une étagère de télévision, puis j'avais vu ce petit personnage qui arrivait dans une émission d'Averti, qui lisait des sketchs écrits par lui à l'époque, et qui ressemblait un peu à Robert Hirsch, comme ça, avec des tics dans les yeux, des trucs. Alors je m'étais dit, j'écrirais bien pour lui. J'avais jamais écrit de sketch. C'est comme Serge Reggiani avec les chansons. Je n'avais jamais écrit de sketch. Et je me rappelle très bien, dans la chambrée, on était 36 le soir après l'extinction des feux, avec une petite lampe de poche que ma maman avait mise dans mon paquetage, la couverture sur ma tête, et sur le papier à lettres que ma mère m'avait aussi donné. J'ai commencé à écrire ça. Je ne sais pas, moi qui n'ai pas l'esprit spécialement cruel, je me mets à écrire « Bonne fête, Paulette », je vais dire à ma femme « J'aime pas ma femme ». Bon, et puis j'écris aussi le boxeur. Alors, ça, je connaissais un peu mieux ça, parce que comme je suis un maboule du sport, donc le boxeur exploité par son naïf et exploité par son manager, M. Ramirez. Et puis j'ai envoyé ces 2 textes par la poste de l'armée, puisque j'étais dans une caserne, à la télévision française. Il n'y avait pas 36 chaînes à ce moment-là. Émission de M. Jean-Christophe Averti, M. Guy Bedos, télévision française, plouf, c'était une bouteille à la mer, sauf que c'était une bouteille d'encre. Et puis bon, je ne peux pas dire que je n'y pense plus, mais pendant un certain temps, oui, c'est vrai, je n'y pense plus. Et puis, un jour, émerveillement, je suis à nouveau un mercredi, parce qu'on n'avait pas le droit pendant les... Je parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc. On n'avait pas le droit pendant les classes, où on faisait des choses très intelligentes, monter un fusil, démonter un fusil, graisser un fusil, etc., défiler. On n'avait pas le droit de sortir pendant 4 mois, même de la caserne. Donc on avait cette récré du mercredi soir. Et je me retrouve toujours avec mes copains, la boisson chocolatée, des trucs comme ça, à regarder un mercredi soir l'émission d'Averti et de Michel Arnaud, la chanteuse, productrice, notre charmante amie. Et qu'est-ce que je vois entrer en scène avec 3 glaïeuls en plastique, mon petit bonhomme qui fait « Bonne fête, Paulette ». Et vous l'avez pas dit? Dire à la femme, non. Non. Et Guy prétend qu'il a, mais je lui fais confiance, qu'il a gardé l'enveloppe marronasse, la marron, avec les sketchs, l'enveloppe avec le tampon du vaguemestre de l'armée. Quelle aventure ça va être, vira Sophie Daumier aussi, on l'a vu, oui. Voilà, des merveilleux souvenirs. Oui. Tant de beaux souvenirs qui se retrouvent là, Jean-Loup Dabadi. Oui. Les chansons, c'est quoi finalement? C'est des petits cailloux dans la vie, comme ça, qu'on s'aime, c'est quoi exactement? D'abord, je me permets de dire sans outrecuidance que c'est une forme moderne de la poésie. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne lisent pas assez de poésie, n'achètent pas assez de livres de poésie. Il y a de moins en moins d'éditeurs qui éditent de la poésie. Il y en a, mais c'est la poésie qui vient à eux par le truchement des chansons.
Je pense, c'est ce que donc notre maître Charles Trenet avait bien repéré. Lui qui n'a écrit que des poésies ou drôles ou émouvantes, bouleversantes, la folle complainte, etc., etc. Et après lui, des Brel, etc. Mais je parle toujours de Trenet. La poésie vient au public, vient à nous par le truchement des chansons. Alors ça, évidemment, c'est une idée qui nous réconforte. Quand on écrit une chanson, quand on repense à des chansons que des interprètes, certains moins connus, d'autres, là, il y a... il y a même Claude François, il y a Isabelle Boulet, par exemple, Boulet. qui est très connue, mais qui n'est pas une superstar comme certains dont on vient de parler. Et Isabelle a fait un disque cette année absolument magnifique de chansons de Reggiani. Elle chante Reggiani, elle chante 14 chansons qui ont été chantées par Serge. Elle a tellement bouleversé le monde que je crois qu'elle en est à plus de 150 000 exemplaires vendus. C'est un travail d'artiste, de de ces transmission. chansons, Jean-Loup Dabadi, l'absence, Reggiani. Évidemment, il va perdre son fils un jour, ce sera un drame. L'absence, le silence est le même. Oui. C'est ça que vous dites dans la d'un chanson. amour. Quand on a dit, je t'aime un jour, quand on a dit je t'aime un jour, d'un enfant, d'un amour, quand on a dit je t'aime un jour, le silence est le même. Oui, ça. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Oh, Jean-Loup Dabadi. merci à vous, merci. C'est tellement gentil de me recevoir. La dernière fois que je vous ai vu, c'était dans une petite île de l'océan Indien. Vous en avez de la chance. On est arrivé dans cette île, les gens nous ont dit « on vous a vu, on vous a vu ». Et c'était une émission de TV5 Monde. Et ça nous rapprochait du pays. Dans toutes ces chansons, Jean-Loup Dabadi, il y en a une comme ça, une Madeleine de Proust, un truc. Peut-être pas une chanson de vous, mais quelque chose. Ah, pas une chanson de moi. Moi, mes chansons préférées ne sont pas les miennes. C'est pas de la coquetterie. Quelle est votre chanson préférée? Moi, ma chanson préférée, on en a parlé tout à l'heure, c'est dans la génération avant nous, c'est donc L'âme des poètes, que je trouve une perfection, qui dit tellement de choses entre le public et nous les poètes, si j'ose dire ça, et les poètes en général. Et puis une autre chanson de quelqu'un de ma génération, et qui pour moi est la perfection de la chanson, c'est Le baiser d'Alain Souchon. Pour moi, on ne peut pas écrire mieux, avoir une idée plus fine. Il y en a d'aussi fines et d'aussi bien écrites, mais paroles et musique et interprétation, Le baiser, c'est ce que j'aurais aimé écrire si j'avais jamais été écrivain. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Loup Dabadi. C'était un grand bonheur de vous recevoir. Merci, moi aussi.